à tous. Merci au CERA pour cette seconde invitation. Oui, le thème qui nous réunit, c'est donc mondialisation et civilisation. Quelle valeur pour le XXIe siècle? Autrement dit, quelle valeur pour aujourd'hui? Puisque le XXIe siècle, d'évidence, nous y sommes. Quelle valeur à l'ère de la mondialisation, puisque c'est ce qui signe notre époque, et spécialement peut-être au lendemain des attentats du 11 septembre 2001 à New York, ou plus récemment des attentats du 11 mars 2004 à Madrid, du 7 juillet 2005 à Londres, sans parler de ceux plus nombreux qui ont eu lieu dans des pays musulmans, et sans parler surtout de ceux peut-être plus nombreux et possiblement plus meurtriers qui ne manqueront pas d'avoir lieu dans l'avenir. Quelle valeur à l'ère de la mondialisation et de ce qu'on a appelé, à tort ou à raison, j'y reviendrai, le choc des civilisations. Et c'est pour répondre à ces questions que je procéderai en 3 temps. Dans un premier temps, je traiterai le thème mondialisation et civilisation, ce qui débouchera sur une question politiquement quelque peu incorrecte, mais que je crois décisive. Toutes les civilisations sont-elles égales? Toutes les civilisations se valent-elles? Dans un deuxième temps, j'amènerai la question des valeurs pour le XXIe siècle, ce qui débouchera à nouveau sur une question politiquement quelque peu incorrecte. Que reste-t-il de l'Occident chrétien quand il n'est plus chrétien? Enfin, troisièmement, je terminerai, dans la mesure où il me restera du temps, on verra, sur l'humanisme qui convient aux besoins de notre époque, ce que j'appellerais un humanisme de la finitude, qui serait conscient de ses propres limites, mais aussi des limites de la démocratie et du marché. Donc d'abord, mondialisation et civilisation. J'évoquais les attentats du 11 septembre 2001 à New York et à Washington. Force est de reconnaître que ces attentats, dans ce qu'ils avaient à la fois de spectaculaire et de tragique, ont plongé beaucoup d'entre nous dans un abîme de perplexité. Parce qu'il semblait bien donner quelques crédits renouvelés à la thèse du politologue américain Samuel Huntington, qui avait publié quelques années plus tôt, en 1996, un ouvrage à la fois remarqué et discuté, dont le titre résumait l'objet. Le titre, c'était « Le choc des civilisations ». Et la thèse de Samuel Huntington, dans cet ouvrage, était la suivante. C'était de dire qu'après plusieurs décennies, l'essentiel du XXe siècle, où l'histoire de notre planète était organisée autour d'un conflit à la fois politique, idéologique, entre 2 systèmes socio-économiques. Le capitalisme libéral d'un côté, le socialisme marxiste de l'autre, bref, l'Ouest et l'Est. Après quelques décennies où l'on avait pu croire, après la chute du mur de Berlin, que l'histoire de notre planète allait s'organiser désormais autour du rapport Nord-Sud, les pays riches, les pays pauvres. Nous étions en vérité, annonçait Samuel Huntington, déjà entrés dans une toute autre période, où ce qui allait structurer l'histoire de notre planète, ça ne serait plus le conflit Est-Ouest, ça ne serait pas davantage le rapport Nord-Sud, mais bien, annonçait Samuel Huntington, un conflit entre les civilisations. Et spécialement, annonçait-il, un conflit entre la civilisation occidentale ou judéo-chrétienne d'un côté et la civilisation arabo-musulmane de l'autre. Cette thèse de Samuel Huntington, pour un intellectuel occidental ordinaire, peut-être spécialement d'ailleurs pour un intellectuel français, était désagréable à entendre. Parce que qui dit conflit des civilisations dit qu'il va falloir choisir son camp dans ce conflit. Un conflit planétaire, on ne peut pas par définition rester au dehors. Mais autant il était assez simple de choisir son camp entre l'Est et l'Ouest, ce qui n'a pas empêché plusieurs de se tromper ou de changer d'avis, mais au moins le choix avait le mérite d'une forme de simplicité. Autant il était assez simple et confortable, à condition d'habiter au nord, de se sentir moralement du côté du sud.
Mais si maintenant le conflit oppose des civilisations, au nom de quoi choisir son camp dans le conflit qui oppose ces différentes civilisations, dès lors que nous avons été élevés tous, ou presque tous, depuis des décennies, dans l'idée, elle, politiquement très correcte, que toutes les civilisations sont égales, que toutes les civilisations se valent. Mais alors, si elles se valent toutes, pourquoi choisir l'une plutôt que l'autre? Et comme cette thèse de Samuel Huntington était désagréable à entendre, il a été convenu d'un commun accord, spécialement en France, qu'elle était fausse. Comme si, dans notre vieux et charmant pays, le plaisir était devenu un critère de vérité. Et puis, patatras, 3 avions qui s'écrasent contre 2 tours à New York et contre un bâtiment du Pentagone à Washington semble bien donner à la thèse honnie de Samuel Huntington un surcroît de crédibilité. Parce qu'enfin, si ce n'est pas un conflit des civilisations, reconnaissons que ça y ressemble d'assez près. Et depuis lors, le désarroi de beaucoup de nos intellectuels, et avec eux de toute une part de notre société, ne cesse de croître. Eh bien voilà, je suis venu vous proposer de sortir de ce désarroi. Parce qu'autant je pense que le doute peut être tonique et salutaire, autant je crains que le désarroi ne soit paralysant. Et c'est pour sortir de ce désarroi que je vous propose d'oser assumer une thèse, politiquement peu correcte, je vous l'accorde, mais que je crois vraie, qui consiste à oser penser que toutes les civilisations ne sont pas égales. Telle est en tout cas la position que je vais défendre, la mienne, dans cette première partie. Toutes les civilisations ne sont pas égales, toutes les cultures ne se valent pas. Alors, civilisation, culture, les 2 mots sont devenus presque interchangeables. Si on veut les distinguer, comme il y a 2 mots, moi je crois qu'il est commode de les distinguer, un certain usage tend à se répandre qui consiste à considérer qu'une civilisation est un ensemble plus vaste qu'une culture, ou qu'une culture, autrement dit, est un sous-ensemble dans une civilisation. Par exemple, on parlera de la civilisation européenne. Si quelqu'un vous parlait de la civilisation française, vous diriez, il se la pète un peu, comme diraient mes enfants. Il y a la civilisation européenne, et dans la civilisation européenne, il y a une culture française, italienne, espagnole, allemande, etc. De même, on parlera de la civilisation arabo-musulmane, au sein de laquelle on pourra distinguer des cultures maghrébines ou arabes, turques, persanes, etc. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une civilisation? C'est un ensemble de valeurs, de croyances, de savoir et de savoir-faire propres à un ou plusieurs peuples. Une civilisation est ordinairement composée de plusieurs cultures. Qu'est-ce que c'est qu'une culture? C'est un sous-ensemble dans une civilisation. Donc voilà, la thèse que je suis venu défendre devant vous, c'est donc d'expliquer que toutes les civilisations, toutes les cultures ne se valent pas. Et pour commencer d'illustrer cette thèse, permettez-moi de vous raconter 2 anecdotes. La première est encore relativement récente et relève de ma vie privée, de père de famille en l'occurrence, puisqu'il s'agit d'une conversation avec le plus jeune de mes fils, j'en ai 3, au lendemain des attentats du 11 septembre 2001. Berlusconi, vous en souvenez peut-être, venait d'énoncer sa thèse à l'emporte-pièce sur ce qu'il appelait l'évidente supériorité de la civilisation judéo-chrétienne par rapport à la civilisation arabo-musulmane. Et le plus jeune de mes fils, qui venait d'avoir 15 ans, choqué par ce propos de Berlusconi, me dit « T'as vu papa ce qu'il a dit Berlusconi? Il dit que toutes les civilisations ne sont pas égales. » Je lui réponds « Oui, j'ai vu ça, mais ça a l'air de te choquer. Tu crois, toi, que toutes les civilisations sont égales ?» Mon gamin ouvre des yeux ronds, se dit « Ça y est, papa va voter pour Le Pen, on peut vraiment plus se fier à rien. » J'ai essayé de lui expliquer la chose suivante. Tu vois, lui ai-je dit, il me semble que tu confonds 2 choses différentes, 2 propositions différentes, 2 affirmations différentes. D'un côté, une première proposition qui nous dit que tous les êtres humains sont égaux en droit et en dignité. C'est ce que tu penses, c'est évidemment ce que je pense aussi. Mais qu'on confond trop souvent avec une seconde civilisation, avec une seconde proposition, qui nous dit, elle, que toutes les civilisations sont égales en fait et en valeur.
Et j'attends que l'on m'explique comment on passe de la première de ces deux affirmations, tous les êtres humains sont égaux en droit et en dignité, à la seconde, toutes les civilisations sont égales en fait et en valeur. Or, mon idée, c'est qu'on ne peut pas passer de la première à la seconde. Non seulement parce qu'elles seraient logiquement indépendantes l'une de l'autre, ce qui déjà interdirait de passer de la première à la seconde par une déduction logiquement valide, mais bien plus, parce qu'elles sont logiquement incompatibles. Si la première est vraie, alors la seconde est fausse. Et c'est pour faire comprendre cette incompatibilité que j'en viens à ma seconde anecdote, avant de revenir à Berlusconi et à mon fils, si j'ose dire, un peu plus tard. Ma deuxième anecdote est bien plus ancienne et relève de ma vie publique d'intellectuel, puisqu'il s'agit d'un débat public organisé, je pense, il y a une bonne vingtaine d'années, à Paris par l'association des étudiants de l'Alliance française. Vous connaissez cette honorable et très précieuse institution qui donne des cours de français aux étrangers non francophones, et notamment à Paris, à beaucoup d'étudiants étrangers non francophones, qui m'avait invité pour un débat sur le thème « Toutes les cultures se valent-elles » C'était le thème du débat. Pourquoi m'avait-il invité? Il m'avait invité, c'est ce que m'ont expliqué très gentiment les organisateurs, parce que j'avais publié quelques semaines auparavant dans le journal Le Monde un assez long article intitulé « Réinventer l'Orient », qui se voulait et qui était un éloge des grandes traditions intellectuelles et spirituelles orientales, spécialement bouddhistes, dont je trouvais que nos intellectuels occidentaux font ordinairement trop peu de cas. Et donc les étudiants de l'Alliance française s'étaient dit, ben voilà au moins un philosophe français qui n'est pas ethnocentriste, comme on dit, qui ne jure pas que par sa culture à lui, on va l'inviter à notre débat, il va nous expliquer que toutes les cultures sont égales. Bref, j'étais le gentil. Et pour que le débat se déroule bien, il avait invité comme ça plusieurs gentils. Alors, il y avait un sociologue, un ethnologue, un psychanalyste, censés nous expliquer tous les trois que toutes les cultures se valent, ce qu'ils feront d'ailleurs tous les trois avec beaucoup de bonne grâce. Mais enfin, pour qu'il y ait débat, il fallait au moins un méchant. Alors, le méchant qu'ils avaient trouvé, en l'occurrence, c'était Alain Finkielkraut, censé nous expliquer qu'il n'existe qu'une seule bonne, vraie, grande culture, la culture européenne ou judéo-chrétienne. Le jour du débat arrive, et là il s'est produit quelque chose que les organisateurs du débat n'avaient pas prévu, que d'ailleurs je n'avais pas prévu moi non plus, parce qu'à l'époque, Finkielkraut et moi, on ne se connaissait pas du tout, et encore aujourd'hui on est très loin d'être proches, mais c'est que bien loin de nous opposer, lui et moi, sur cette question, ce jour-là, nous avons soutenu pour l'essentiel la même position. Alors, chacun avec ses mots, chacun avec ses arguments. Je ne veux pas embringuer Finkielkraut dans mon propos d'aujourd'hui, pas plus que je voudrais soutenir tous les propos qu'il a pu tenir depuis lors. Mais c'est simplement pour pointer cette proximité, au moins sur cette question, et au moins à l'époque. Donc je vais vous dire les choses avec mes mots à moi, mes arguments à moi. Ce que j'ai essayé d'expliquer aux étudiants de l'Alliance française, c'est la chose suivante. Votre question, c'est « Toutes les cultures se valent-elles » Cette question peut être envisagée de deux points de vue complètement différents. Un point de vue théorique, objectif, ou bien un point de vue subjectif et pratique. D'un point de vue théorique et objectif, c'est-à-dire du point de vue des sciences humaines, parce que là, c'est la seule objectivité qui vaille. Alors oui, d'un point de vue théorique, objectif, scientifique, on peut bien dire que toutes les cultures se valent, mais pour une raison simple et forte, c'est qu'elles ne valent rien. J'entends par là que les sciences humaines, comme toute science, n'énoncent jamais aucun jugement de valeur. Imaginez la tête du mathématicien à qui vous demandez « Est-ce que vous pensez que toutes les figures géométriques se valent ?» Vous ne pensez pas tout de même que le carré est supérieur au triangle, mais notoirement inférieur au cercle? Le matheux va vous dire « Attendez, là, je crois que vous n'avez pas bien compris ce que c'est que la géométrie, ou ce que c'est qu'un jugement de valeur. » En géométrie, il ne s'agit pas de juger. Il s'agit de comprendre, d'expliquer, de démontrer. Eh bien, je vais vous dire, en ethnologie, c'est pareil. Quand Lévi-Strauss étudie, par exemple, la culture des Nambiquara, une peuplade amazonienne dans laquelle il a vécu et qu'il a beaucoup et fort bien étudié, il ne dit jamais que la culture Nambiquara est supérieure à la nôtre, jamais qu'elle est inférieure à la nôtre, jamais même qu'elle est égale à la nôtre, simplement parce que d'un point de vue ethnologique, la question ne se pose pas.
L'ethnologie n'est pas là pour faire des hiérarchies ou des jugements de valeur. Elle est là pour décrire, pour comparer, pour comprendre. Bref, d'un point de vue théorique, objectif, scientifique, toutes les cultures se valent, oui, mais parce qu'elles ne valent rien. Si bien que si nous en restons à ce seul point de vue théorique, objectif, scientifique, nous n'avons, autrement dit, si nous nous prenons nous-mêmes pour un traité d'anthropologie comparée, nous n'avons plus aucun moyen d'échapper au nihilisme. Nihil, en latin, ça veut dire rien. Si tout se vaut, rien ne vaut. Par exemple, si toutes les cultures se valent, une culture raciste vaut autant, par définition, qu'une culture antiraciste. Une culture militariste, agressive, vaut autant, par définition, qu'une culture pacifique. Nous n'avons plus rien à opposer, ni aux massacreurs, ni aux bourreaux. Bref, ce nihilisme est à la fois démobilisateur et mortifère. Nous avons donc besoin d'un deuxième point de vue, non pas pour annuler le premier, les sciences humaines font leur travail, et c'est très précieux qu'elles le fassent, mais je ne suis pas une science humaine, je ne suis pas un traité d'anthropologie comparée, je suis un être humain, je suis un sujet, j'ai besoin d'agir. En tant que sujet qui a besoin d'agir, j'ai besoin d'assumer un deuxième point de vue, non plus théorique, objectif, mais subjectif et pratique. Et de ce deuxième point de vue, je me pose à nouveau ma question. Est-ce que toutes les cultures, toutes les civilisations sont égales? Et là, ça devient à la fois plus compliqué et plus intéressant. Parce que je ne peux m'interroger, je vais placer le micro sur son pied pour pouvoir avoir les mains libres. Je ne peux m'interroger sur la valeur respective de telle ou telle civilisation. Alors, on ne va pas se voiler la face, on va prendre les deux civilisations auxquelles tout le monde pense en ce moment, peut-être à tort d'ailleurs. Je ne suis pas sûr que ça soit aussi essentiel que certains le croient. La civilisation occidentale ou judéo-chrétienne d'un côté, la civilisation arabo-musulmane de l'autre. Les deux auxquels, entre autres, pensait Samuel Huntington. Donc, je dis, je ne suis pas sûr que ce soit aussi important, parce qu'à mon avis, ce qui se passe en Chine et en Inde aujourd'hui est infiniment plus important que ce qui se passe, par exemple, dans le monde arabe. C'est un autre débat qui relève peut-être plus de l'économie et de la géopolitique. Bref, si je veux m'interroger sur, par exemple, la valeur respective de ces deux civilisations, occidentale ou judéo-chrétienne d'un côté, arabo-musulmane de l'autre. Je ne peux le faire qu'en les soumettant l'une et l'autre à un même système de valeurs de référence. Ah oui, qui dit jugement de valeur, dit valeur de référence. Oui, mais ces valeurs de référence n'existent elles-mêmes qu'à l'intérieur d'une certaine civilisation. Il n'y a pas des valeurs suspendues dans je ne sais quel ciel des idées à la façon platonicienne. Les valeurs n'existent elles-mêmes qu'à l'intérieur d'une certaine civilisation. Si bien que si je soumets mes deux civilisations de référence aux valeurs de la première, par exemple aux valeurs de la civilisation judéo-chrétienne, je vais en conclure inévitablement que la civilisation judéo-chrétienne est supérieure à la civilisation arabo-musulmane. Sauf que si je soumets mes deux civilisations aux valeurs de la seconde, aux valeurs de la civilisation arabo-musulmane, je vais en conclure tout aussi inévitablement que la civilisation arabo-musulmane est supérieure à la civilisation judéo-chrétienne. Bref, nous sommes voués ici à ce que l'ethnologue Lévi-Strauss, encore lui, appelle un relativisme sans appel. Relativisme sans appel, ça veut dire que toute valeur, et donc tout jugement de valeur, est relatif à une certaine société, à une certaine époque, à une certaine civilisation. Ce relativisme sans appel me paraît l'horizon intellectuel indépassable de notre temps. Si les sciences humaines nous ont appris quelque chose, c'est ça. Et donc je vous propose de le faire vôtre, parce que je crois que c'est la vérité. Sauf pour ceux, bien sûr, qui peuvent se donner en dehors du monde un référent, qui serait Dieu. Voilà, mon idée, c'est qu'en gros, il y a des valeurs absolues si Dieu existe. Si Dieu n'existe pas, il n'y a de valeur que relative. Et comme je suis athée, j'en conclus qu'il n'y a de valeur que relative. Quand bien même Dieu existerait, lequel d'entre nous prétendrait parler en son nom? Si bien qu'en vérité, non. Pour nous, il n'y a de valeur que relative.
et même pour les chrétiens qui sont ici, et j'imagine plus nombreux que les musulmans, les juifs ou les bouddhistes dans cette salle-là, ben voilà. Vos valeurs sont relatives à votre foi, c'est-à-dire à une certaine société, à une certaine époque, à une certaine civilisation. Parce que je ne suis pas un traité d'anthropologie comparée, c'est entendu, et donc je ne peux pas m'enfermer dans le nihilisme du tout se vaut, mais je ne suis pas non plus le bon Dieu. Je n'ai aucun titre à prétendre juger dans l'absolu des valeurs de telle ou telle civilisation ou de tel ou tel comportement. Tout l'enjeu, mais il est absolument décisif, c'est de ne pas confondre ce relativisme que je fais mien, que je crois être la grande leçon des sciences humaines, avec le nihilisme que je dénonçais tout à l'heure. Parce qu'à bien y réfléchir, je suis frappé par le fait que beaucoup de débats contemporains sont perturbés par le fait que les gens confondent ces deux positions, relativisme et nihilisme, qui sont foncièrement différentes. Parce que dire que toute valeur est relative à une certaine société, à une certaine époque, à une certaine civilisation, ça ne veut pas, donc relativisme éthique, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de valeur ou qu'elle ne valent rien, ce qui serait un nihilisme éthique. Faisons, si vous voulez, deux analogies. Imaginez que je vous dise l'amour est relatif. À quoi? À la sexualité, à la conscience, dirait Freud, à la société, dirait Durkheim, Marx, à l'histoire, diraient les historiens. Oui, on sait bien qu'on n'est pas amoureux de la même façon en France au XXIe siècle ou en France au XIIIe siècle, évidemment, ou en Chine au VIIIe siècle. Mais dire que l'amour est relatif, ça n'est pas dire que l'amour n'existe pas ou est sans valeur, évidemment, ça n'a rien à voir. Dire que l'amour est relatif, relativisme affectif, ça n'est pas la même chose que de dire l'amour n'existe pas, nihilisme affectif. Deuxième exemple, tout le monde sait, ou deuxième analogie, tout le monde sait que toute connaissance scientifique est relative par définition. Ceux qui ont fait ici des études scientifiques un peu poussées savent que l'idée même de vérité scientifique absolue, elle est contradictoire dans les termes. Mais dire que toute vérité scientifique est relative par définition, relativisme épistémologique, ça n'est pas du tout la même chose que de dire il n'y a pas de vérité scientifique du tout, aucune différence entre la vérité et l'erreur, ce qui serait du nihilisme épistémologique. Et bien de même, dire que toute valeur est relative à une certaine société, à une certaine époque, à une certaine civilisation, relativisme éthique. Ça n'est pas la même chose que de dire qu'il n'y a pas de valeur du tout ou elles ne valent rien. Je ne suis ni un traité d'anthropologie comparée, ni le bon Dieu. Je suis un intellectuel français, européen, du début du XXIe siècle. Autrement dit, voilà, je vais me livrer à un exercice devant vous qui devrait être banal, mais qui n'est pas tant que ça. Je ne vais pas faire semblant d'être ce que je ne suis pas. Je ne suis pas un traité d'anthropologie, je ne suis pas un traité de sciences humaines. Je ne suis pas une science humaine. Voilà. Je ne suis pas le bon Dieu, ça vous l'aviez remarqué. Je suis un être humain, un philosophe européen du début du XXIe siècle. Et de ce point de vue, évidemment subjectif, je suis un sujet. De ce point de vue évidemment subjectif, évidemment pratique qui est le mien, je me pose à nouveau ma question, toutes les civilisations sont-elles égales? Et là, je ne peux que répondre non. Non. Pourquoi? Eh bien, essentiellement pour deux raisons. La première raison est une raison de fait, qui relève de la simple observation de bonne foi. Imaginez que je vous dise, par exemple, il y a quelque chose qui me frappe beaucoup dans la question de la valeur respective des différentes civilisations, c'est l'étonnante supériorité de la civilisation égyptienne entre 2000 ans et 1000 ans avant Jésus-Christ sur toutes les autres civilisations existantes à la même époque, en tout cas sur la partie occidentale du globe. Et notamment sur les civilisations, je ne sais pas, celtes ou germaniques à la même époque. Sincèrement, est-ce que j'ai choqué quelqu'un? Est-ce que quelqu'un dans la salle s'est dit « Oh là là, encore un raciste anti-celte, encore un raciste anti-germain, encore un égyptophile fanatique ?» Non, bien sûr, c'est le sentiment que j'ai énoncé une évidence. Je pourrais continuer en vous disant il y a autre chose qui me frappe beaucoup sur cette question, c'est l'étonnante supériorité de la culture grecque au 5e et 4e siècle avant Jésus-Christ sur la totalité des autres cultures, en tout cas européennes, à la même époque.
et spécialement sur les cultures gauloises ou étrusques à la même époque. Là encore, ça ne choque personne. Personne ne se dit encore un raciste anti-gaulois, encore un raciste anti-étrusque. Je pourrais continuer en évoquant l'étonnante supériorité de la civilisation arabo-musulmane. Par exemple, de la culture arabo-andalouse au Xe ou XIe siècle après Jésus-Christ. Quand Séville et Grenade étaient des îlots d'intelligence, de raffinement, d'humanisme, de tolérance. À une époque où tout le reste de l'Europe restait quand même profondément enfoui dans les obscurités du Haut Moyen-Âge. Mais encore, je ne choque personne. Personne ne se dit encore un raciste anti-européen, encore un arabophile fanatique. Je pourrais évoquer l'étonnante supériorité de la culture italienne au XIVe ou XVe siècle après Jésus-Christ. Là encore, ça ne choque personne. Bref, tout le monde sait. Et d'ailleurs, tout le monde dit très tranquillement, dès lors qu'il s'agit d'époques un peu reculées dans le passé, qu'il a existé très souvent des cultures ou des civilisations évidemment supérieures à d'autres. Pourquoi ce qui a toujours été vrai dans le passé ne pourrait-il plus l'être aujourd'hui? Alors ça, c'est ma question, mon argument de fait. Il est donc un peu fragile. D'abord parce qu'il relève de la simple bonne foi, de la simple observation de bonne foi, comme je le disais, mais la bonne foi n'est pas toujours la chose du monde la plus répandue, mais aussi et surtout parce que les faits peuvent varier. C'est comme à la bourse, les résultats passés ne préjugent pas des résultats à venir. Si bien que j'en viens à mon deuxième argument, qui n'est plus un argument de fait, mais un argument de droit, comme on dirait en philosophie, c'est-à-dire en vérité un argument de logique. Et au fond, ce qu'on a essayé d'expliquer, Finkielkraut et moi, cette fameuse conférence, débat avec les étudiants de la danse française, parce que sur ce point-là, nous étions parfaitement d'accord, c'est la chose suivante. Ne croyez pas, leur avons-nous dit, ne croyez pas que dire que toutes les cultures se valent, ce soit défendre les droits de l'homme. C'est exactement l'inverse. L'inverse. Parce que si toutes les cultures se valaient, on ne pourrait plus dire qu'une culture qui proclame les droits de l'homme et qui essaie de les respecter à peu près est supérieure, au moins de ce point de vue, à une culture qui ignore les droits de l'homme ou qui les viole systématiquement. Et c'est ici que mes deux propositions de départ dans ma conversation avec mon jeune fils, d'un côté, tous les êtres humains sont égaux en droit et en dignité, de l'autre, toutes les civilisations sont égales en fait et en valeur, sont bien, comme je l'annonçais, logiquement incompatibles. Parce que s'il est vrai que tous les êtres humains sont égaux en droit et en dignité, alors une civilisation qui proclame cette égalité en droit et en dignité de tous les êtres humains et qui essaie de la respecter à peu près est supérieure, au moins de ce point de vue, à une civilisation qui ignore cette égalité, qui la nie ou qui la viole systématiquement. Que par exemple, pour être tout à fait concret, une civilisation qui affirme l'égalité en droit et en dignité des hommes et des femmes est évidemment supérieure, au moins de ce point de vue, à une civilisation qui prétend enfermer les femmes en situation d'infériorité, d'oppression ou de soumission. Qu'une civilisation démocratique qui affirme à la fois la souveraineté du peuple et les libertés individuelles est évidemment supérieure, au moins de ce point de vue, à une civilisation totalitaire, tyrannique ou théocratique, qui prétend soumettre peuples et individus à une loi prétendument indiscutable parce que réputée transcendante. Qu'une civilisation laïque, enfin, où chacun peut choisir librement sa religion ou son irréligion, est évidemment supérieure, au moins de ce point de vue, à une civilisation intégriste ou fanatique qui prétend imposer la même religion à tout le monde et punir de mort l'apostasie, le changement de religion ou l'athéisme. Eh bien, de ces trois points de vue, l'égalité homme-femme, la démocratie, la laïcité, qui sont à la fois forts et importants pour chacun des trois et manifestement convergents pour l'essentiel. Il s'agit de comparer la civilisation qui est la nôtre, avec toutes ses imperfections innombrables, avec celle que prétend symboliser un Ben Laden,
Croyez bien que je n'ai aucune hésitation à dire que notre civilisation est évidemment supérieure en fait et en valeur à celle que prétend symboliser Ben Laden. Vous allez me dire, oui, mais Ben Laden, il dira le contraire. Mais oui, bien sûr. C'est ce que j'appelle le relativisme. Et cela, bien loin d'invalider mon propos, le confirme. Parce qu'enfin, est-ce que vous allez attendre, pour commencer à le combattre, que Ben Laden vous donne raison? Reconnaissez qu'il y aurait là un très étrange paradoxe. Alors, est-ce que ça veut dire que Berlusconi, pour en dire ma première anecdote à Berlusconi et à mon fils, est-ce que ça veut dire que Berlusconi a raison? Eh bien, justement, non, ça ne veut pas dire ça. Parce que l'erreur de Berlusconi, ça n'a pas été d'oser poser la question de la valeur des civilisations, qui est une question légitime, Nietzsche posait la même. Ça n'a pas été d'oser transgresser le tabou politiquement correct qui veut que toute civilisation soit par définition égale. C'est plutôt bien de transgresser les tabous. Non, l'erreur de Berlusconi, ça a été de procéder à partir d'entités tellement massives, tellement générales, tellement abstraites, avec d'un côté la civilisation judéo-chrétienne, réputée, supposée à la fois homogène et immuable, ce qui n'a bien sûr jamais été. D'un autre côté, la civilisation arabo-musulmane, supposée elle aussi à la fois homogène et immuable, ce qu'elle n'est pas davantage, si bien qu'à ce niveau de généralité et d'abstraction, ces notions perdent tout pouvoir d'analyse un peu fine et viennent bloquer la pensée bien davantage qu'elles ne la soutiennent. Parce qu'enfin, c'est quoi la civilisation judéo-chrétienne? C'est l'Inquisition ou c'est les béatitudes? C'est pas tout à fait la même chose. C'est les croisades ou c'est la Révolution française? C'est pas du tout la même chose. C'est l'esclavagisme, le colonialisme ou c'est les droits de l'homme? C'est pas du tout la même chose. C'est la traite des Noirs ou c'est Médecins sans frontières? C'est pas du tout pareil. C'est Le Pen ou c'est l'abbé Pierre? Les deux font assurément partie de l'association judéo-chrétienne. Ça ne veut pas dire que je sache que Le Pen et l'abbé Pierre, c'est du pareil au même. Et pareillement, c'est quoi la civilisation arabo-musulmane? Est-ce que c'est l'islam d'Avicenne et d'Averroès, immenses philosophes, sans doute les plus grands de leur temps dans le monde entier? Ou est-ce que c'est l'islam du Mollah Omar? C'est pas du tout la même chose. Est-ce que c'est la culture arabo-andalouse que j'évoquais tout à l'heure, miracle d'intelligence, de raffinement, de tolérance? Ou est-ce que c'est l'islam des talibans qui bombardent des statues bouddhistes millénaires à coups de canon? C'est pas du tout la même chose. Est-ce que c'est l'islam de Ben Laden ou est-ce que c'est l'islam du commandant Massoud? C'est d'autant moins la même chose que le premier a fait assassiner le second. Bref, ce qui donne tort à Berlusconi, et aussi, à mon avis, à Samuel Huntington, même si l'argumentation, évidemment, n'est pas du tout du même niveau, mais ce qui leur donne tort, à mon sens, à tous les deux, c'est ce fait incontestable qu'il existe des démocrates musulmans et des fascistes judéo-chrétiens. Je pense ne surprendre et ne choquer personne ici si je vous dis que, pour ma part, je me sens évidemment beaucoup plus proche d'un démocrate musulman que d'un fasciste judéo-chrétien. Pas du tout parce que toutes les civilisations se vaudraient, mais parce qu'elles ne se valent pas toutes, au contraire. Et parce qu'une civilisation démocratique vaut mieux qu'une civilisation fascisante. Ça veut dire que la frontière entre ce qu'on va soutenir et combattre traverse en vérité chaque civilisation. Croire qu'il y a d'un côté une civilisation où tout serait bon et une autre où tout serait mauvais, c'est évidemment d'un degré de naïveté absurde. Il faut regarder de plus près, il faut s'y intéresser, il faut faire le tri. Mais ça a toujours été vrai, et tous les esprits un peu ouverts l'ont toujours su. Mais c'est encore plus vrai aujourd'hui. Parce que non seulement une civilisation n'a jamais été un ensemble homogène et immuable, mais du fait même de la mondialisation, les différentes civilisations sont et seront de moins en moins homogènes, de moins en moins immuables.
parce que la multiplication des échanges, aussi bien matériels qu'intellectuels, fait évidemment que toute civilisation interagit de plus en plus avec toutes les autres, est influencée par elle, les influences en retour. On va faire par exemple ensemble une expérience de pensée. Imaginons 4 jeunes cadres d'une trentaine d'années chacun. Je dis jeunes parce que comme il s'agit d'un processus, le processus que je vais décrire est en cours, donc les jeunes sont davantage en phase avec lui que leurs aînés. Et je dis cadre, s'agissant d'un processus culturel, il y a en quelque chose, effectivement, il dépend en quelque chose du niveau culturel des individus. Donc 4 jeunes cadres d'une trentaine d'années chacun, un Français, un Marocain, un Américain, un Japonais. Ils ont fait les mêmes études, ils travaillent dans la même entreprise, éventuellement une multinationale, en tout cas ils font le même métier, peut-être dans la même entreprise, une multinationale quelconque, avec la même compétence. Ils ont d'ailleurs pu faire leurs études dans la même business school, à Londres, à Paris, à New York. Ils sont habillés pareil. On me dit oui, à l'occidental. Comme on s'habille comme ça dans le monde entier maintenant, c'est plus vraiment à l'occidental. Ils mangent pareil. On me dit oui, des McDo. J'espère que nos multinationales payent assez bien leurs jeunes cadres pour qu'ils mangent autre chose que des McDo. Les McDo, c'est une nourriture de pauvres, de jeunes comme de pauvres. C'est ça que José Bové n'a pas compris. Non, non. Nos 4 jeunes cadres mangent dans un excellent restaurant français à Tokyo. Dans un merveilleux restaurant indien à Londres. Dans un fabuleux restaurant chinois à San Francisco. Italien à New York. Arabe à Paris. Japonais à Mexico. Ils mangent les cuisines du monde, simplement. Et pour quelqu'un qui aime manger comme moi, cette mondialisation gastronomique, c'est une merveilleuse opportunité. Que pouvaient savoir nos grands-parents, pour les gens de ma génération, vos arrière-grands-parents, pour les jeunes qui sont ici, des mérites respectifs des cuisines japonaises et chinoises. Vous imaginez, M. Gonor, avant de demander à votre grand-père, dis Pépé, il y a 50 ans, dis Pépé, tu préfères quoi, la cuisine chinoise ou japonaise? Le plus vraisemblable, c'est qu'il ignorait tout de l'une et de l'autre. Alors que pour la plupart d'entre nous, les différences sont tellement nettes entre ces 2 cuisines qu'on reconnaîtrait à la limite à la première bouchée. Ils font le même métier, avec la même compétence, ils sont habillés pareil, ils mangent les mêmes choses, ils écoutent les mêmes musiques. Ah non, pas tout à fait. Il y en a un qui joue merveilleusement Schubert et Beethoven au violon. C'est le japonais. Vous avez remarqué comme moi, pour ceux qui s'intéressent à ces choses-là, que la quasi-totalité de nos concours de virtuosité en musique classique, et spécialement pour les instruments à cordes, violon, violoncelle, sont gagnés depuis une quinzaine d'années presque exclusivement par des virtuoses asiatiques, spécialement chinois, japonais, coréens. Il y en a un autre qui préfère le jazz américain des années 50, c'est le marocain. Un autre qui préfère la techno européenne, spécialement française, c'est l'américain. Un autre ou une autre qui préfère le rail, qui prend des cours de danse orientale, c'est le français ou la française. Ils écoutent les musiques du monde. Ils voient les mêmes films. Alors on me dit oui, Hollywood. Écoutez, d'abord il y a de bons films qui se font à Hollywood, mais pas seulement Hollywood. Ils sont comme vous, comme moi, ils admirent Almodovar, ils voient avec plaisir renaître un cinéma italien, ils découvrent un cinéma indien, coréen, ils voient les films du monde. Ils lisent, alors s'ils lisent encore, c'est un peu le point noir de ma démonstration, mais s'ils lisent encore, ils lisent les mêmes livres. Par exemple, on peut y traiter des grandes vertus, traduits en 24 langues, y compris en chinois, en japonais, en coréen, et je ne vois pas pourquoi je devrais m'en plaindre. Enfin, ils parlent ensemble, alors c'est vrai, le plus souvent en anglais, sur Internet. Où est le drame? Où est le scandale? Où sont les raisons d'effroi? Ces 4 jeunes cadres se connaissent, se comprennent et se ressemblent bien davantage que leurs grands-parents ne pouvaient se comprendre, se connaître
les uns et les autres. Ils sont beaucoup plus proches. Ils ont d'autant moins de raisons de se haïr, de se mépriser et de se faire la guerre. Et c'est évidemment une très bonne nouvelle. Imaginez quel rapport y avait-il entre un jeune Vendéen, on ne va pas parler des siècles, enfin du Moyen-Âge, même pas du 18e, mais en 1920, voilà, et un jeune Japonais en 1920. Qu'est-ce qu'ils avaient à se dire? Rien. En quoi pouvait-il communier? En rien. Aujourd'hui, comme je le disais, ils mangent les mêmes choses, voient les mêmes films, écoutent les mêmes musiques, où chacun choisit les siennes. Ils peuvent en effet échanger sur Internet. Cette mondialisation culturelle, c'est évidemment d'abord une bonne nouvelle. Et s'agissant de leurs valeurs, bah écoutez, alors on peut toujours mal tomber, hein, mais sauf si le Marocain est un musulman islamiste, sauf si le Français est un raciste xénophobe, sauf si le Japonais est un fou, que sais-je. Mais en gros, le plus vraisemblable, c'est que les valeurs de nos 4 jeunes cadres seront des valeurs laïques, démocratiques, respectueuses des droits de l'homme. D'ailleurs, vous voyez pourquoi manifestaient il y a quelques mois les étudiants en Iran. C'était clairement pour des valeurs qui sont les mêmes que les nôtres. Bref, mon idée, c'est que Berlusconi a tort, Samuel Huntington a tort. Ce à quoi nous sommes confrontés, ça n'est pas un conflit des civilisations. C'est un conflit entre la civilisation mondiale qui est en train de se constituer. La civilisation de nos 4 jeunes cadres. C'est un conflit entre la civilisation mondiale qui est en train de se constituer autour de valeurs laïques, démocratiques, respectueuses des droits de l'homme, d'un côté. Et d'un autre côté, tous ceux, alors je dirais de Le Pen à Ben Laden, tous ceux qui sont contre cette civilisation mondiale, de Le Pen à Ben Laden, en passant peut-être par José Bové. C'est une question qu'il faudrait lui poser. Donc d'un côté, un conflit entre la civilisation mondiale, laïque, démocratique, respectueuse des droits de l'homme, contre, d'un autre côté, tous ceux de Le Pen à Ben Laden, en passant peut-être par José Bové, tous ceux qui sont contre cette civilisation mondiale, parce qu'ils ont le sentiment, à tort ou à raison, peut-être à tort et à raison, qu'elles menacent leur petit pouvoir, leurs petits privilèges, leurs petites traditions ou leurs petits marchés. Eh bien, je vais vous dire, dans ce conflit-là, je n'ai là encore aucune hésitation, je suis évidemment du côté de la civilisation mondiale, laïque, démocratique, respectueuse des droits de l'homme. Alors comprenez-moi bien, le processus que je suis en train de décrire, il est en cours. Il est donc inachevé. Donc aussi inégal, contradictoire à bien des égards. Hein, je ne dis pas qu'il n'y a que ça, il y a aussi des contre-tendances, mais ça me paraît le processus essentiel, la constitution de cette civilisation mondiale. Et c'est pour rendre ce processus plus concret, peut-être que je voudrais l'illustrer par un certain nombre de personnalités réelles, historiques, mais qui me paraissent en résumer l'essentiel du message. Au fond, quand je cherche un personnage historique qui me permet de symboliser cette civilisation mondiale que je crois voir naître sous nos yeux, je vais vous dire, le premier personnage qui me vient en tête, c'est Gandhi. Gandhi. Sincèrement, est-ce qu'il y en a un seul dans cette salle qui ne se sentent pas beaucoup plus proches de Gandhi que du roi ou de la reine d'Angleterre de l'époque? D'ailleurs, qui peut me dire ici qui était le souverain britannique du temps où Gandhi se battait pour l'indépendance de son pays? Je vous écoute. Georges V. Ah, c'est bien. C'est rare que ça vienne si vite et c'est bien. Donc souvent on me dit la reine Victoria, Gandhi était enfant, souvent on me dit Georges VI, Gandhi était à la retraite, donc la bonne réponse c'est Georges V. Mais vous voyez, c'est pas venu, c'était pas un cri de deux masses, c'est le moins compliqué, mais c'est bien qu'il y en ait au moins un. Eh bien, je vais vous dire, Georges V, en gros, je n'en ai rien à faire. J'ai rien contre ce monsieur, j'en ignore absolument tout.
Mais simplement, il est mort. Laissons les morts enterrer les morts. Gandhi est vivant dans notre cœur à tous. Et dans le monde entier, il n'y a pas 3 adolescents, même en Angleterre, qui aient la photo de George V dans leur chambre. Il y a des milliers d'adolescents, y compris en Angleterre, qui ont la photo de Gandhi dans leur chambre. Gandhi est une icône de la civilisation mondiale. Deuxième personnage auquel je pense, le pasteur Martin Luther King. Alors je sais bien que Gandhi et le pasteur Martin Luther King n'appartiennent pas à la même civilisation d'origine, qui n'ont pas la même religion. Martin Luther King était pasteur protestant, comme chacun sait, Gandhi est hindouiste, évidemment, mais qui ne voit que s'agissant des valeurs qu'il professait. Les valeurs que professait Gandhi d'un côté et que professait Martin Luther King de l'autre étaient extrêmement proches, et sinon toujours identiques dans leur énoncé, clairement convergentes dans leur contenu. Icône de la civilisation mondiale. Troisième icône de la civilisation mondiale, Nelson Mandela, dont le charisme invraisemblable, l'intelligence, l'humanisme ont épargné à son pays, l'Afrique du Sud, le bain de sang que lorsque j'étais adolescent, je ne savais pas trop s'il fallait l'espérer ou le redouter. Certainement, là encore, les gens de ma génération s'en souviennent. Quand on avait 16 ou 17 ans, si on nous avait dit que l'Afrique du Sud sortirait de l'apartheid pratiquement sans verser une goutte de sang, on aurait dit, mais c'est pas possible. Alors c'est un miracle. Ce miracle s'appelle Nelson Mandela, qui est admiré dans le monde entier pour ça, et pour ses valeurs laïques, démocratiques, humanistes qu'il symbolise. Icône de la civilisation mondiale. Quatrième icône de la civilisation mondiale, le Dalai Lama. J'ai beaucoup de respect pour Benoît XVI, mais je pense n'être pas le seul ici à me sentir au fond davantage éclairé par le Dalai Lama. Et puis surtout, la grande différence, c'est que Benoît XVI n'intéresse en vérité que les chrétiens. Il arrive qu'on me dise, et encore. Le Dalai Lama, c'est très clair dans notre pays où les bouddhistes sont une intime minorité, le Dalai Lama intéresse des millions de gens qui ne sont en rien bouddhistes, qui n'envisagent nullement de le devenir. Simplement, qui sont sensibles au discours moral, éthique que tient le Dalai Lama autour de valeurs laïques, démocratiques, respectueuses des droits de l'homme. Sixième icône, si je compte bien, Taslima Nasrin. Cette jeune femme née au Bangladesh, condamnée à mort par une fatwa, parce qu'elle avait osé se dire athée. C'est son seul crime, ils l'ont condamnée à mort. Et qui depuis symbolise dans le monde entier le combat pour la liberté des femmes et pour la liberté de conscience. Icône de la civilisation mondiale. Septième icône, prenons pour terminer une icône collective, les étudiants chinois de la place Tiananmen, massacrés par la police du régime de Pékin, alors qu'ils criaient, ces étudiants, le fait est avéré par des témoins, ils criaient liberté, égalité, fraternité. Si ce ne sont pas les valeurs d'une civilisation mondiale en gestation, qu'est-ce que c'est? Alors ça n'empêche pas les contres, ça n'empêche pas Ben Laden, évidemment. Mais même, pour tout vous dire, mon idée, c'est que c'est justement parce que Ben Laden avait compris que j'ai raison, qu'il a entrepris par le terrorisme de me donner tort. Oui, tant est que j'avais raison, c'est l'état de l'énoncer comme ça, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que Ben Laden sentait bien que si on laissait la mondialisation s'effectuer normalement, les marchandises, les films, les livres, les individus circulant librement, il n'y avait évidemment aucune chance que la conception qu'il a de l'islam se répande à l'échelle de la planète. Et beaucoup de chances que la conception qu'il a de l'islam se réduise comme une peau de chagrin, y compris dans les pays musulmans. Sincèrement, si on laisse la mondialisation se développer spontanément, sans terrorisme, sans violence, sans guerre, à votre avis, qu'est-ce qui est le plus probable?
que dans 200 ans, toutes les jeunes femmes soient voilées en France, ou que dans 200 ans, il n'y ait plus de jeunes femmes voilées en Tunisie ou au Maroc. On voit bien où est la tendance de la modernité, de l'évolution spontanée. Et cette évolution spontanée que Ben Laden jugeait, à juste titre, mortelle pour sa conception de l'islam, qu'il a entrepris de bloquer par le terrorisme. Et non sans un certain succès. Parce que vous ajoutez à ça les erreurs de Bush et les maladresses d'autres, vous avez ce durcissement du choc entre les civilisations, dont il serait dramatique qu'il vienne interrompre le processus multiséculaire de rapprochement entre les civilisations. Donc voilà, ma thèse, c'est qu'il n'y a pas de conflit entre les civilisations, il y a un conflit entre la civilisation mondiale, laïque, démocratique, respectueuse des droits de l'homme, et tous ceux qui la refusent. Parce qu'ils y voient une menace, comme je le disais, pour leur petit pouvoir, leurs petits privilèges, leurs petites traditions ou leurs petits marchés. Et on comprend alors la grande chance que représente la laïcité, qui est justement de nous permettre de confronter et d'intégrer nos différences, sans nous opposer bêtement et stérilement sur la foi des uns, la foi différente des autres et l'absence de foi des troisièmes. Encore faut-il que cette laïcité ait un contenu. Faute de quoi, ce n'est qu'une coquille vide. Et le propre des coquilles, comme chacun sait, surtout lorsqu'elles sont vides, c'est leur fragilité. Alors c'est ce qui m'amène à ma deuxième partie, quelle valeur pour le XXIe siècle ?